Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mercredi 24 août 2022. On s'intéresse ce matin à notre corporation avec le renouvellement en cours des instances dirigeantes d'une des fêtières. L'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, se prépare pour une nouvelle élection samedi prochain. Les ambitions sont affichées, les passions se déchaînent de part et d'autre. Les candidats en tout feu, tout flamme multiplient les opérations de charme en direction des collègues et des confrères. Comme on peut s'en douter, les coups bas ne manquent jamais, mais les candidats tiennent bon et foncent. Zakiat Latoundji est la présidente sortante de l'UPMB et candidate à sa propre succession. On mène le débat avec elle sur les enjeux de cette élection de 2022 et surtout les grands axes de sa feuille de route pour une UPMB au service de tous. Dans la deuxième partie de votre matinale, nous parlerons de la procréation médicale assistée. Que comprendre par cette terminologie et que disent les tests en République du Bénin? Maître Alessandrine Saizonou Bédier, avocate au barreau du Bénin, nous propose son éclairage. On feuillette ensemble les pages du droit positif béninois. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On consulte les groupes titres de la presse nationale ce matin avec Fraternité qui établit un parallélisme entre les élections législatives de 2019 et celles à venir donc pour 2023. Des législatives de 2019 à celles du 8 janvier 2023. Opposition au Bénin, les ingrédients de l'échec. Professeur Bienvenu Koudjo, à propos du chômage des jeunes, il faut conseiller la double formation ou un raccourci. Le professeur s'est prononcé largement dans les colonnes du quotidien Fraternité. Achetez le journal et vous avez le reste des détails. Et puis Yellow Forward 229 édition 2022, MTN offre des vacances mémorables à ses abonnés. À la une de Soleil Levant, coopération sino-béninoise, le réseau média et l'ambassade de la Chine lancent un concours. Les conditions de participation au concours dévoilées. Fin des cours de vacances au sujet de Godomé. Brice Fagbemi, dans le hautement social, fait don de kits scolaires. Le leader du jour, une délégation des députés sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou constate un taux d'exécution des travaux estimé à 22%. Et puis fusion des partis UP, Union progressiste, et PRD. Annick Djimadja s'en félicite et encourage les dirigeants du nouveau parti Union progressiste, le renouveau. Les 4 vérités, une émission du professeur Padonou Djidjoro
des enseignants initient un projet de compilation des hommages à l'ex-ministre de l'Éducation. Matin libre cette fois-ci, matin libre, création de l'Union progressiste, le renouveau, ce que Joseph Djogbenou et Maître Adrien Hungbeji n'ont pas précisé. Et puis, parti du renouveau démocratique, Adrien Hungbeji, jusqu'à la fin, précise matin libre. Éléphant en Afrique de l'Ouest, le Bénin conserve le quart. L'autre quotidien, Union sacrée de l'opposition pour les élections législatives, leur diversité comme obstacle majeur. Et puis pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée et réussie, les conseils de Noël Chadaré au gouvernement, le règlement du cas des 400 enseignants épinglés évoqué. Le matinal, quotidien Le Matinal, rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, les acteurs se préparent activement les questions prioritaires en discussion. Système partisan au Bénin, une réforme à l'épreuve du temps et de la ruse politique. La Nation, quotidien de service public, gestion des déchets au Bénin, place au SMAT service et puis mise en œuvre de la loi sur l'hygiène publique, une nouvelle ère annoncée dans les communes du Bénin. Le potentiel, tournée nationale du bloc républicain, étape Glazoué-Savet-Ouessé, Abdoulaye Biotchane, le maire Hundolo, Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, magnétise la 10e circonscription électorale. Activisme panafricaniste sans modération, Kémy Séba entre rêve de leadership et triste réalité. Quotidien Le Télégramme, Union progressiste, le renouveau, le journal Le Télégramme constate que 14 ministres du gouvernement sont membres de ce nouveau parti. Cérémonie de port de galon, 26 officiers de la police républicaine promus à de nouveaux grades. Info matin, délivrance de l'attestation de résidence par les chefs quartiers. Un véritable parcours de combattant pour les citoyens. Et puis frais de réinscription dans les écoles confessionnelles quand les parents d'élèves se font anarquer au nom du Seigneur. Chasseur Info pour finir. Déroulement de la phase pratique des examens nationaux édition 2022. L'ESMER accueille 37 candidats en génie électrique et énergie renouvelable. Voilà, on revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité des élections législatives de 2019 à celle du 8 janvier 2023. Opposition au Bénin, les ingrédients de l'échec. Et puis, professeur Bienvenu Koudjo, à propos du chômage des jeunes, il faut conseiller la double formation ou un raccourci. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On va maintenant à la régie. Ce serait donc le bulletin pour voir le travail de la rédaction, ce qui est ramassé par nos micros et caméras, son et images. Le bulletin. Après sa démission du Parti du Renouveau démocratique, la section PRD de la commune de Perere rejoint le bloc républicain. Cette rencontre tient lieu de la cérémonie d'entrée officielle au parti du Cheval Blanc Cabré. Devant la délégation de la formation politique d'accueil, des élus conseillers et bien d'autres acteurs, les adhérents affirment leur engagement à travailler désormais pour le bloc républicain. Un choix justifié par les actions de développement que mène le parti au profit de la localité. Les actions concrètes et objectives de M. Boko Chabi Adam sur plusieurs plans, notamment le social, l'emploi, le développement et j'en passe, nous, membres PD, à divers niveaux dans la commune de Perere, démissionnons du Parti du Renouveau démocratique pour monter sur le cheval blanc cabré du bloc républicain. En espérant
que chacun de nous, membres actifs de l'ancien PRD, pourra mettre les petits plats dans les grands afin d'écrire de beaux résultats au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023 et aux autres élections. Je nous mets dès ce jour, dimanche 21 août 2022, sur le terrain de combat sans recul en faveur du cheval blanc. Alors la communauté et Gano de Péré me charge de vous dire qu'elle a dit oui au BR pour toujours. En recevant la déclaration de la double adhésion, Adam Chabibouko, le premier répondant du bloc républicain dans la localité, rassure les nouveaux adhérents. Ce même jour où les membres du parti PRD démissionnent pour rejoindre le BR, la grande famille Fulfulde de Péréré rejoint également le BR. Dès qu'on quitte ici, le travail commence et le travail continue. De maison en maison, d'amour en amour, de village en village, nous allons parcourir et annoncer la bonne nouvelle. Et les nouveaux venus, nous vous promettons bientôt vous aurez vos cartes d'adhésion au BR. Dans sa démarche, le coordonnateur BR du Péréré a reçu le soutien des instances dirigeantes de sa formation politique. Ceci à travers la présence d'une forte délégation conduite par Alain Tossounon, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Eau et des Mines, et Mohamed Adam Draman. Le secrétaire général nous demande de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue au sein, n'est-ce pas, du bloc républicain. Vous êtes dans votre maison. Le bloc républicain, c'est dans votre maison. Vous êtes revenus et ça nous fait très plaisir. Et nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue. Et dans comment? Avec cette vague d'adhésion qui intervient à quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le parti Bloc républicain gagne davantage le terrain dans la 8e circonscription électorale. C'est un rappel, mais ce sera le tout dernier avant la phase répressive, en dépit des dispositions prises pour éviter les surcharges au niveau des taxis. Les conducteurs ne changent pas de comportement et le Centre national de sécurité routière a décidé de sonner la fin de la récréation à travers cette vaste campagne de sensibilisation sur les gares routières de la ville de Parakou. Ici, nous sommes à Guéman, dans le 3e arrondissement. Lorsqu'on parle de mauvais chargement de véhicules, nous voulons parler de la surcharge de passagers, de la surcharge de marchandises, les chargements opaques. Pourquoi vous ne pouvez pas charger le nombre de places assises là, malgré que vous avez augmenté le tarif? Mettez une discipline au niveau du parc. La recherche du profit ne saurait justifier les surcharges de passagers, martèle la police républicaine, plus que jamais engagée à faire respecter les normes en vigueur. Le chargement hors gabarit ne doit plus se faire. Le surcharge dans les véhicules ne doit plus se faire. Et lorsque la police tombe sur des cas du genre, c'est que vous devez être prêt pour subir les sanctions. C'est votre vie d'abord et la vie des passagers. Si vous êtes conscient de ça, vous ne pouvez pas faire de surcharge. Si vous vous entêtez pour prendre plus de passagers que ce qui est prévu, la loi doit vous frapper. Il est question de sauver des vies et le message est reçu 5 sur 5 par les acteurs. Ces derniers se disent prêts à mettre fin aux mauvaises pratiques. Et il nous a été demandé de respecter les consignes qui sont sur nos cartes grises, d'éviter de surcharge, d'éviter des surcharges hors gabarit et de ne pas dépasser les gabarits en largeur du véhicule. Je pense que nous, en tant que conducteurs avec les chargeurs, nous allons suivre tout cela de près. Nous allons relayer l'information. Le mauvais chargement est un phénomène dangereux qui conduit à des accidents de la voie publique avec à la clé des pertes en vies humaines. Il est donc primordial que les acteurs en prennent conscience.
Ils étaient présents à tous les points stratégiques de la ville de Dassa, sur les carrefours, les intersections et les abords de la route. Les agents du Centre national de la sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre du pèlerinage marial à la grotte Aribo. Le rôle que nous jouons aux côtés des éléments de la police républicaine, c'est d'abord d'inviter les usagers de la route au respect des prescriptions routières. Ils doivent respecter le code. Si les piétons veulent traverser, nous sommes là pour les encadrer, pour leur demander d'attendre que les automobilistes ou bien les conducteurs d'engins à deux roues passent d'abord. Et après leur passage, nous autorisons les piétons à le faire aussi. Donc c'est ce que nous faisons spécialement ici. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route à l'occasion de ce pèlerinage Dassa édition 2022. Démarrée le vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche. Elle a été meublée par des séances de sensibilisation à l'occasion. Motocyclistes, conducteurs de taxi ainsi que les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. Par exemple, pour ce qui concerne les motocyclistes, nous les avons regroupés dans l'enceinte des TP. On les a amenés à comprendre quelques panneaux de signalisation. Ceux qui ont répondu à des questions ont bénéficié des casques et nous avons saisi de cette occasion pour leur expliquer encore chaque panneau de signalisation et le comportement adopté en ces genres d'occasion. On leur a aussi parlé de l'alcool au volant. Nous leur avons dit ce n'est pas la peine de s'enivrer, soyez lucides pour que la fête soit belle. Pour les responsables du CNSL, l'opération a été une réussite. Les actions menées ont permis d'obliger les usagers à bien se comporter pendant le pèlerinage. Ponctué de jeux concours, les séances de sensibilisation ont aussi permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions des animateurs. Après le pèlerinage, tous ont été appelés à davantage respecter les prescriptions routières. Il y va de la vie des citoyens sur nos routes. C'est par la commune de Lokossa que le préfet, Bienvenu Milorin, a démarré le contrôle des prix des produits vivriers de première nécessité dans le département du Mono. L'opération consiste à faire respecter les prix fixés par le gouvernement dans l'optique de lutter contre la crise économique mondiale. Et pour sa première sortie, le préfet et sa délégation ont parcouru 3 arrondissements, à savoir Tozoumen, Agamé et Lokossa. Une descente inopinée qui a permis de démasquer les indélicats. De façon globale, nous avons noté à Tozoumen et à Agamé que pour ce qui concerne les dépôts de ciment visités, que les prix ne sont pas respectés. Et sur place, une convocation a été adressée aux promoteurs de ces dépôts pour qu'ils puissent répondre devant la direction départementale de l'industrie et du commerce et justifier les raisons pour lesquelles ils continuent d'appliquer des prix hors normes. Par contre, dans le marché de Lokossa, où ils se sont rendus, le constat est satisfaisant. Les prix fixés, que ce soit pour l'huile que pour les farines de blé, sont largement en deçà des prévisions et des prix fixés par le gouvernement. Nous avons profité pour féliciter les bonnes dames à ce que ces prix soient observés pour que les populations puissent être soulagées dans leur poche et que le panier de la ménagère puisse vraiment profiter des mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les produits vivriers dans la commune de Lokossa, population et commerçants sont tous satisfaits. Je suis venu dans le marché maintenant, le prix de l'huile litre est à 1200. Je viens d'acheter ça maintenant, c'est un peu bon par rapport à avant. Avant, on prenait ça juste à 1500, 1300. Avant, c'est les bidons qu'on vend avant de trouver les bénéfices. Mais quand les prix ont diminué maintenant, on vend maintenant, on trouve des bénéfices. Quant à ceux qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, une convocation leur est adressée pour rappel à l'ordre. En cas de récidive, ils n'échapperont pas aux conséquences de la loi, soutient le préfet. La promotion des droits humains, notamment ceux des femmes et autres groupes vulnérables, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO REPS-FECO Bénin en fait son cheval de bataille. La présente activité d'assemblée de cuisine vise principalement à sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de respecter et protéger les droits des femmes et filles. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier d'échange avec les leaders traditionnels et religieux parce que nous avons constaté que
malgré toutes les actions qui se mènent, on continue de noter des cas de mariage par échange dans la commune de Boukombe. Et comme les chefs traditionnels sont les garants de nos traditions et que les mariages par échange sont issus des traditions, nous avons dit qu'il faut les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre les causes, pourquoi le phénomène persiste. À la suite de cette activité, ces responsables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont également organiser des séances de causerie débat sur les lieux de culte, parce que nous avons ici des pasteurs, des églises, nous avons les leaders religieux qui vont aussi organiser des séances de causerie débat dans les couvents, sur leurs lieux de travail, afin que le phénomène puisse véritablement régresser. Les présentes assises de Boukombe qui traduisent une fois de plus la volonté de REFTFECO Bénin de faire progresser les droits des femmes et filles s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes, filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes phase 2. Financé par l'ambassade de France sous fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et coalition d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la Maison de la société civile du Bénin, le présent atelier va permettre aux participants de faire des recommandations en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Œuvrons pour le développement avec la femme. Accompagnons la fille, accompagnons la femme. Intégrons-les dans nos prises de décision pour leur permettre de nous accompagner dans les foyers. Démarré en avril 2022, ce projet qui couvre les communes de Boukombe et Kobli prend fin en septembre prochain. Le stade municipal de Sémékodi est devenu trop exigu pour contenir la foule des grands jours sortis pour suivre la finale du tournoi dénommé Cyril Kouzonroui. Organisé par Cyril Kouzonroui, le chef de l'arrondissement central de Sémékodi, le tournoi a mis aux prises les 6 villages du dit arrondissement. Différentes affiches ont été présentées pour vous égayer et vous faire vivre la passion du cul rond. Chère population de Sémékodi, il est de ce tournoi de football comme des enjeux de développement de notre arrondissement. En effet, il est de toute évidence que le développement requiert de nous tous certaines vertus. D'abord, nous devons être unis, nous tous, population de Sémékodi, autochtones comme à l'automne. Ensuite, regarder ensemble les défis à relever. Et enfin, nous engager main dans la main et non en rang dispersé. Le CA central a réussi le tournoi Kouzoué, 2e édition. Il le fait, pas pour lui, mais il le fait pour la jeunesse. Et c'est pourquoi j'invite la jeunesse de l'arrondissement central à soutenir les actions du chef d'arrondissement de Sémékodi. Je voudrais inviter nos collègues CA, nos élus, nos autorités, à reprendre la jeunesse en main, à retrouver confiance avec la jeunesse pour que Sémékodi aille vers le véritable développement qui ne saurait être réalité sans l'épanouissement de la jeunesse. Au terme des différentes confrontations, ce sont les villages de Podi Misrete et Agongo qui se sont hissés en finale. Cyril Kouzonroui aurait souhaité que cette messe de football se déroule sur un terrain moderne tel qu'on en voit dans plusieurs chefs-lieux de communes. Nous avons foi que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, ne nous a pas oubliés. Comme il le fait partout pour les chefs-lieux des communes, notre arrondissement va bénéficier de son appui pour lui donner l'image qu'il mérite. Un site a déjà été identifié dans notre arrondissement pour abriter un stade omnisport digne du nom. Pour cette finale, Podi Misrete en noir et Agongo en rouge n'ont pu se départager au thème du temps réglementaire. Agongo va finalement l'emporter au tir au but
4 tirs réussis contre 2 pour son adversaire. En dehors du trophée, l'équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 200 000 francs. Odi Misrité, quant à elle, est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs. Un matinal stop est fait, mais on va poursuivre tout à l'heure en sport avec Hakim Seydou Oseni. On va parler d'un peu de tout, notamment le championnat national scolaire qui se poursuit du côté d'Adjoum. A tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen, we have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Hakim Seydou Oseni, bonjour. Wahab Alepara, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Allez, on parle sport avec vous. Il y a le championnat national scolaire qui se poursuit du côté d'Adjoum. Apparemment, c'est la dernière ligne droite aujourd'hui puisque c'était 10 jours de compétition prévus. C'est exact. Les rideaux tomberont ce mercredi 24 août 2022 sur la phase finale, la deuxième édition du championnat national scolaire avec les différentes disciplines qui
sont au menu, le football, le handball, le basketball et puis l'athlétisme. Les collèges qualifiés rivalisent d'ardeur. Hier, on est droit aux dernières rencontres, du moins les avant-dernières rencontres qui permettront au thème donc de la journée de ce mercredi de faire un classement général. Et donc du coup, on propose aux amis téléspectateurs les résultats de ces différentes confrontations au niveau du football masculin. C'est bien le sujet de Nati Tengo qui a battu le sujet à Zové par le score de 2-0. Le sujet de Grand Popo s'est fait laminer par le sujet de Tchatou 5-0. Il y a eu le nul 3-3 entre le sujet de Quinlay et puis le sujet d'Idja. Et c'est au thème des tirs au but, ce que le sujet Quinlay a pu s'imposer par 4 tirs réussis contre 3 pour le sujet de Didja. Le sujet Tofo a été battu par le sujet de Kandi par le score de 3-1 au thème donc de ces différentes rencontres qui ont opposé les deuxièmes au troisième pour le compte donc de cette deuxième édition. Bien un classement de façon plus précise, PSFR au niveau donc de façon plus précise, j'allais dire PSFR donc au niveau de cette discipline, le football. Le football féminin à présent, le CG1 de Ouida-Wahab a été battu par le CG de Grand Koro 3-1, succès 1-0 du CG de Grand Popo sur le CG1 de Kové. Il y a également le 4-0, c'est bien l'issue de la confrontation entre le CG d'Ifani et puis le CG2 de Dassazoumé. Et puis justement, parlant toujours du football féminin, on notera la victoire du CG de Banikani sur le CG2 de Kové, 2-0. Après le football, intéressons-nous et à présent donc au handball et puis au basketball qui également permettront bien évidemment de connaître qui c'est quel vainqueur au terme donc de cette deuxième édition, puisque les finales, disait tout à l'heure, vont se disputer ce mercredi. On commencera déjà par proposer les affiches aux amis téléspectateurs, à commencer par le football d'abord. Le CG de Sainte-Rita joue en deux finales au niveau des messieurs qu'au niveau des dames ou des féminins, pour faire donc un peu plus précis. Le CG de Sainte-Rita joue le CG1 de Djougou en finale au niveau des masculins, et toujours ce même CG, le CG de Sainte-Rita joue contre le CG Kobli pour le tableau final au niveau des filles. Je ferai rappeler aux amis téléspectateurs que la performance du CG de Sainte-Rita peut s'expliquer puisqu'au terme de la saison, ou du moins de la première édition disputée l'année dernière du côté de Grand Popo, les meilleurs de cette première édition ont été repérés par le promoteur de l'AS Cotonou. C'est un centre de formation. Eh bien, c'est ce promoteur qui a récupéré ces meilleurs et qui ont été identifiés. Ces meilleurs jouent, ou du moins sont désormais à Cotonou. Au niveau de ce centre, le centre AS Cotonou, et sont scolarisés au niveau du CG de Sainte-Rita. Vous comprenez que ça s'explique. Les meilleurs de l'année dernière, la plupart regroupés donc au niveau de ce centre. Leur collège et de scolarisation, c'est bien le CG de Sainte-Rita. En gros, ça peut expliquer un peu, je dirais, cet automatisme. Ce collectif au niveau du CG de Sainte-Rita qui aujourd'hui est en train donc de se retrouver sur deux tableaux, le tableau masculin et puis le tableau féminin. Je rappelle donc les finales au niveau du football. Le CG de Sainte-Rita joue contre le CG1 de Djougou, et au niveau des féminins, le CG Sainte-Rita joue contre le CG2 et Kobli. Au niveau du handball, finale à suivre ce mercredi, CG Pobert joue contre le CG1 de Boy Concept au niveau des féminins, et puis au niveau du basketball, affiche à suivre ce mercredi final. Le CSP Gbeto joue contre le collège catholique Lokosa. Ce sont là donc les affiches des finales des disciplines collectives en ce qui concerne la deuxième édition du championnat national scolaire. Place maintenant à l'athlétisme et ces quelques performances réalisées par nos jeunes individuels. Exactement, par nos jeunes athlètes à l'occasion de cette deuxième édition, puisque l'athlétisme a été donc introduit dans cette compétition. Eh bien, au niveau des garçons, on notera la belle performance d'Hakim Alopri, qui nous vient donc du département de la Donga, 11-3, c'est bien sur les 100 mètres. Omar Ouidi, qui nous vient de l'Alibori, vient en seconde position avec 11-6. 11-6 également pour Merve Akinosho. 11-7 pour Blaise Panou, du département du Littoral. Alibori Sayou et Bakatou, 11.9. Et puis enfin, Youssoufa Doti de l'Alibori vient avec 12 à seconde. Toujours au niveau des garçons, mais cette fois c'est le 400 mètres. Florent Ayetolou du Littoral
parcourt donc les 400 mètres avec un temps intéressant de 53,1. C'est une très belle performance. 53,2 pour Marcelin Hounier du département de l'Ouémé. 53,7 pour Bassit Abassi du département de l'Ouémé. Adarou Zimé Atlantique 53,8. Audace Sewa Koufou 54,5. Et puis enfin Baril Tibozo Littoral 54,5. Au niveau des filles, le 100 mètres nous propose ces quelques performances aussi intéressantes. Godness Aïe, on en avait parlé. Ce nom-là revient régulièrement. Exactement, Wahabali Para, elle finit première donc au niveau du 100 mètres avec une performance de 12,8. 13,1 pour Afizat Goumbi du département de la Donga. Le plateau se positionne en 3e position avec Georgette Ibitoku sur un temps de 13,3. Et Florence Chando Atlantique 13,5. Larissa là, je crois que c'est de l'Atakora. De l'Atakora, merci. Voilà. Larissa Orotingu de la Liborie 13,6. Et puis enfin, Mouyasatou Mamadou du département de la Liborie 13,7. Toujours au niveau des filles, mais cette fois-ci, on parlera des 400 mètres qui ont été courus. C'est toujours Godness qui était sur les deux tableaux, était au niveau du 100 mètres. Elle est aussi au niveau du 400 mètres. C'est elle qui décroche donc le Graal avec 58,9. C'est une jeune athlète, disait déjà depuis plusieurs jours ici, à suivre de très près, puisque là, en termes de performance, franchement, il y a de bon à prendre au niveau de Godness Aïe du département du Borgou. Le littoral vient en seconde position avec Mirabel Sam, 1 minute 0,24. Rukiat Samidou du département du Borgou, 1 minute 0,26. Delphine Deyi du département des Collines, 1 minute 0,27. Et puis Gladys Fandegla du département du Koufo, 1 minute 0,2.9. Enfin, Benedicta Dassundo, le département de l'Atlantique, représenté avec 1 minute 0,3.5. En gros, vous le constatez bien, il y a de très belles performances qui ont été réalisées à l'occasion de cette deuxième édition du championnat national scolaire qui se dispute du côté d'Adjoun. Je crois, comme je l'ai fait constater, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à la dernière journée, pour ceux-là encore qui sont dans les environs d'Adjoun et qui peuvent se déplacer pour y être, eh bien, je crois que le déplacement ne sera pas vain. De très belles affiches sont prévues pour ce mercredi. C'est bien la dernière journée de cette deuxième édition du championnat national scolaire, handball, basketball, football et puis athlétisme. Voilà. C'était les sports. C'était justement les sports. De toute façon, comme je l'ai fait constater, je crois que l'édition de la deuxième a quelque chose de plus intéressant que la première. Il va falloir forcément pérenniser cette initiative afin que nous puissions, de façon régulière, avoir la possibilité de dénicher, de constater que bien ça performe au niveau de nos différents collèges, parce que là, ce sont des jeunes qui sont âgés entre, mettons quoi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans maximum qui nous proposent ces différentes performances, notamment au niveau de l'athlétisme. Je crois que la Fédération béninoise d'athlétisme doit pouvoir tirer du bon dans cette initiative du ministère des Sports, conduite par l'OPSU, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, qui a fait un travail formidable, qui continue de faire ce travail sur le terrain. Non seulement nous avons les athlètes au niveau donc de cette discipline, mais au niveau du foot et puis du hand, sans oublier le basketball, eh bien, il y a des jeunes talents que les différentes fédérations sportives peuvent venir déceler au fin d'étoffer leur effectif à la base, parce qu'aujourd'hui, qu'on le verra au Power Hub, pour avoir de très belles performances, pour partir à la base. Et à travers ce championnat scolaire qui est initié par le ministère des Sports, eh bien, je crois que c'est un tremplin mis à disposition de nos différentes fédérations, possibilité pour elles d'aller puiser et de voir comment est-ce qu'il faut suivre ces différents athlètes, ces différents garçons qui performent, au fin véritablement de pouvoir les insérer, parce que comme je l'ai dit, quand on prend le football, le CEI Saint-Hérita a performé, parce qu'il y a longtemps d'ailleurs on a pu parler de CEI Saint-Hérita en termes de performance intéressante, mais au niveau du football aujourd'hui, on a compris que ces garçons et ces filles qui sont au niveau du centre AS Cotonou, de Bouraïma et Morou, eh bien, le fait de travailler ensemble, le fait d'être suivi, eh bien, ça a permis aujourd'hui au CEI Saint-Hérita de se retrouver sur deux tableaux, le tableau
masculin et le tableau féminin au niveau du football, je crois qu'il va falloir pérenniser cette initiative. Il faut donc les multiplier pour donner l'occasion, n'est-ce pas, aux acteurs, aux fédérations et autres de pouvoir piocher, comme vous le disiez tout à l'heure, les talents. Et même peut-être multiplier les disciplines, puisqu'on a bien de disciplines qui, cette fois-ci, c'est vrai, ne sont pas dans la compétition, mais souhaitées. Le volleyball, par exemple. Voilà, taekwondo et autres, je n'ai pas entendu ça. Donc, il faut souhaiter, n'est-ce pas, que l'initiative soit pérennisée de manière à ce que ces talents soient piochés. C'est une invite et je crois qu'en réalité, bien d'expérience et d'édition en édition, le ministère des Sports à travers l'OPSU pourra véritablement poursuivre sur cette lancée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce qui est fait par le ministère et donc l'OPSU, il va falloir que les différentes fédérations puissent ne pas se faire prier pour être aux côtés donc de ces différents responsables de l'OPSU, parce qu'en réalité, bien, Wahab, comme je l'ai dit, bien, il y a de bons qu'on peut tirer dedans. Hier, on a reçu le directeur de la communication de la Fédération béninoise de football qui parlait qui parlait du championnat des catégories d'âge. Et bien, c'est déjà les catégories qui sont au niveau donc de ce championnat scolaire. Je veux bien espérer que le travail se poursuit. Outre Bouré Maïmourou qui a eu cette idée de piocher dans le lot des meilleurs, il va falloir que les autres centres de formation puissent aussi faire le déplacement de temps en temps. Et aussi, ce n'est pas encore fait, bien, aujourd'hui c'est la dernière journée, profiter pour faire un tour et voir quelques talents à déceler et à suivre, parce que c'est de jeunes garçons, ce sont de jeunes filles aujourd'hui, et le football féminin et le football masculin, on en parle avec des résultats, des participations aux compétitions continentales. Les éliminatoires, c'est vrai que ce n'est pas encore véritablement ça, mais en termes de présence et en termes, je dirais, de performance, on fait aujourd'hui la première division, on fait la D2 au niveau des féminins, ça n'était pas évident, et ce sont nos sœurs qui performent. Et comme à l'occasion de la première journée, elle a été présentée, Yasminat Dibril, comme étant une, je dirais, des réussites de ce championnat scolaire, et bien, on peut encore en dénombrer suffisamment au cours de ce championnat qu'on va suivre, puisqu'aujourd'hui, eh bien, elle fait non seulement la fierté de son département, mais la fierté du Bénin, parce qu'elle joue non seulement avec Ainovi Football Club, mais elle est aussi régulièrement appelée dans les catégories d'âge, la sélection U17 et la sélection U20. Comme pour dire, eh bien, c'est l'occasion de mettre les projecteurs sur ces différents talents, et du coup, eh bien, ils seront utilisés pour le compte de nos différentes sélections. Voilà, Wahab. Aujourd'hui, c'est mercredi. Voyez un peu dans votre agenda, si vous avez un peu du temps. Vous avez un peu de carburant. Faites un tour du côté d'Adjoum. Pour voir ce qui s'y passe. Il y a du beau, comme vous l'avez annoncé. Il y a du beau. Il y a de très belles performances. Et tout ça, c'est à mettre à l'actif de l'équipe technique sur place qui fait un travail formidable. Je parlais de l'OPSU, avec bien évidemment, comme cheville ouvrier, quelqu'un qui travaille dans l'ombre, un certain Jean-Marc Adjoviboko, qui franchement accompagne cette initiative et est régulièrement présent à l'occasion tout au long donc de cette compétition qui prendra fin ce mercredi. C'est le clap de fin. On reviendra demain pour faire un point tout au complet de cette deuxième édition du championnat national scolaire, avec certainement un des responsables de l'OPSU, soit le directeur général ou peut-être même le directeur général adjoint. Je parle respectivement de Donald Akako et puis de Jean-Pierre Ayadokon. C'était prévu ce matin qu'on reçoive dans nos murs le Bénin à travers le Tchoukball. C'est bien la fédération du Tchoukball qui a été sacrée, l'équipe a été sacrée championne, et à l'occasion donc de sa participation dernière à cette Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Bien malheureusement, eh bien, je me rends compte que, eh bien, et voilà, ce sont les images qui nous sont proposées par la régie technique, puisque le Bénin était donc présent à cette compétition et a performé plusieurs rencontres disputées par les représentants béninois avec de très belles performances à mettre à l'actif de cette équipe. À l'arrivée, le Bénin est sacré champion, puisque le Bénin a battu le Cameroun donc au terme de la dernière rencontre, c'est-à-dire la finale de cette compétition. Il était annoncé le capitaine Epu et le président de la fédération béninoise de Tchoukball. Les images, vous les voyez, Wahab, qui nous sont proposées. Là, c'est la cérémonie de remise de médailles et de trophées. Ce sont là les écureuils, ou moins l'équipe nationale du Bénin, pratiquant donc le Tchoukball. C'est une très belle performance qu'il faut saluer. Il faut leur dire félicitations en attendant qu'on ait l'occasion de rattraper le plateau qu'il faut saluer. Mais là, ils étaient à l'heure, ces trains, ou plutôt ce train était à l'heure du côté donc de
de cette compétition, mais pas à l'heure. Sur le plateau d'Actu Matin aujourd'hui. On verra la possibilité peut-être de rattraper. Akime Seydou Seni, merci beaucoup. On va installer le plateau de discussion. Comme vous le savez, samedi prochain, on parle de notre corporation. Il y a le renouvellement d'une de nos fêtières, notamment l'Union des professionnels des médias du Bénin. Zakiat Latunji en est la présidente. Elle est la présidente sortante, s'il faut le dire ainsi, mais en même temps candidate à sa propre succession. On va mener les discussions avec elle sur les enjeux, les défis de cette nouvelle élection et notamment sa feuille de route pour une union des professionnels des médias du Bénin au service de tous. À tout de suite. Chaque jour, des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Allez, on va multiplier les acrobaties ce matin, puisqu'on vient de finir le soir avec Hakime Seydou Seni. On a un peu d'énergie, Hakime, même si on n'a pas les talents, n'est-ce pas, je dirais, des jeunes en compétition dans la commune d'Adjoum de l'autre côté. On va donc commencer par la politique. Il y a que en fin de semaine dernière, le PRD et l'Union progressiste se sont mis ensemble. Il y a eu fusion. Désormais, on parle de Union progressiste, le renouveau, mais ce qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est qu'on s'interroge, on est interrogatif pour savoir, après ce mariage, n'est-ce pas, comment on gère les questions de frustration. Je vois un peu une image pour caricaturer comme ça, un peu comme quand on faisait la fusion entre la police, je dirais, nationale et la gendarmerie nationale. En son temps, il y a des privilèges que beaucoup ont perdus, ça a créé des frustrations, des grincements de dents. Ça ne va donc pas manquer au niveau du PRD et de l'Union progressiste qui se sont mis ensemble. Comment vous voyez les choses, Emmanuel Niambosso? Non, je pense que si nous voulons être respectueux des tests de la République, la charte des partis politiques a prévu une de ses dispositions que quand un parti est créé, le parti indique dans ses statuts règlements intérieurs l'organe chargé de positionner des candidatures, l'organe chargé d'organiser les candidatures. Je pense que si on reste fidèle à ces dispositions-là, ça veut dire que dans la fusion, donc désormais avec l'Union progressiste, le renouveau, on doit pouvoir indiquer dans les tests et règlements intérieurs et statuts l'organe donc qui va se charger d'organiser le positionnement pour les législatives 2023. Donc de sorte que à la fin, si l'organe joue bien son rôle et sa partition, pour ma part, il ne doit pas avoir de frustration. Mais toujours est-il que désormais sur les centres de l'UP et du PRD se crée l'UP et le renouveau. Ça veut dire qu'il y a des acteurs politiques qui travaillent déjà au sein du PRD et qui, n'oubliez pas que le PRD nous avait promis également une remontada. Et on s'attendait à ce que pour le 2023, le PRD positionne des candidats qui effectivement arrivent à avoir les 10% et donc se faire élire au Parlement. Il se fait qu'aujourd'hui, cette remontada, Christelle Ngoudongbo, Alioza nous avait dit la fois dernière que oui, peut-être que la remontada, ça passait également par cette fusion. On était sur zone France dimanche dernier. Et donc aujourd'hui, il s'agira pour Jobouenou, puisque c'est lui qu'on parle, mais pour le présidium plus précisément, de savoir positionner les gens pour éviter autant que possible les grincements de dents, auquel cas, on va dire, le mariage a eu lieu, mais qu'il faut gérer tout de suite les sauts d'humeur. D'accord. Hakime Seydou Seni, la question des positionnements, la question des frustrations liées peut-être à d'autres réalités, sinon à des nouvelles réalités, une fois qu'on se met ensemble. On dit le vivre ensemble n'est toujours pas facile. Oui, mais les deux n'ont pas perdu de vue que le vivre ensemble est compliqué. Quand l'époux et puis l'épouse se mettent ensemble, ils savent bien évidemment qu'il faut faire des sacrifices. Et c'est au regard de ce qui de plus fort les unit que dure le couple. Je ne veux pas croire qu'après autant d'années d'expérience et d'exercice politique, que le PRD et l'UP ne soient pas arrivés à savoir qu'à l'occasion de ces rendez-vous électoraux, il y a très souvent des frustrations. Même seul, déjà, le PRD n'avait pas réussi à gérer les questions de positionnement. Même seul. Ça n'a pas été aussi facile pour l'Union progressiste quand il s'est agi des législatives dernières et donc des communales et consorts. Donc du coup, Wahab, tenez-vous tranquille, c'est une réalité connue par les deux qui ont fait l'option de rester ensemble. Il y aura forcément des grincements dedans, quelle que soit la sagacité, quelle que soit, je dirais, l'intelligence, quelle que soit la manière avec laquelle le présidium dont parlait ou même la commission qui sera mise en place pour gérer les questions de positionnement, quel que soit Wahab, leur ingéniosité, quelle que soit leur bonne volonté, il n'y a rien à faire, il y aura des grincements dedans. Certains parce que les ambitions sont nombreuses. Ah, mais, et puis ce n'est pas 1000 sièges à l'Assemblée nationale. Mais quand c'est comme ça déjà, même si c'était 1000, il y a plus de 1000 militants. C'est vrai qu'on est parti de 83 députés, c'est un peu plus élastique, on est à 109 désormais. Même les 109, même si il n'y avait que 109 au niveau même de l'Union progressiste, le renouveau, chacun voudrait être le premier, personne ne voudrait être suppléant. Donc, il n'y a rien à faire. Comme on dit, qui va se négliger. Cette affaire de frustration, on en aura. La manière dont seront gérées les frustrations, que nous saurons si oui ou non, il n'y a que des égos ont été tués de part et d'autre. Autrement, on a beau tout dit ce matin, Wahab, personne ne pourra empêcher, personne ne peut, et je dis, vous
confirmer, vous affirmer que eh bien, les positionnements ne feront pas de grincement de dents. Que ce soit au niveau de l'UP, le renouveau, que ce soit du bloc républicain. D'ailleurs, quand vous interrogez un peu l'actualité politique nationale, pendant que nous y sommes, eh bien, les gars qui se mènent de part et d'autre, entendus ou ne pas entendus, passés sous silence et consorts, ce sont des gars qui ont rapport avec le positionnement. Il n'y a rien à faire. Ça va se vivre. Je crois que l'Union progressiste, le renouveau, travaillera véritablement à minimiser, je dirais, ces frustrations, à contenir les frustrations, parce que ce n'est pas, quand on est militant, ce n'est pas que pour être positionné, je dirais, sur la liste électorale en vue des élections législatives. C'est quand même une législature de transition. C'est 3 ans. Après les législatives de 2023, nous avons les élections générales de 2026. À l'occasion, on aura et les législatives, on aura et la présidentielle, on aura et les communales. Donc, il y a encore un autre rendez-vous. Je dis, c'est peut-être comment travailler à ne pas rater le coche, ne pas rater le coche, c'est-à-dire à être accroché au wagon. C'est ça qui va être, je crois, l'élément sur lequel il faut beaucoup plus mettre la parce qu'on n'a pas été positionné. Et on n'a pas été bien positionné pour le compte des législatives, c'est terminé, mais alors pas du tout, parce que qu'on ne veut pas, ceux qui sont là se sont tapés plus d'années que ceux qui viendront. Pour la transition, c'est 3 ans. Et donc je pense qu'en réalité, oui, on a beau tout dire, on n'empêchera pas les frustrations. Il y aura des frustrations. Toutes les formations qui seront engagées dans la grosse question de savoir comment on gère ces frustrations et quel est le niveau, comment on gère également les frustrés. Quel est le niveau de responsabilisation, de militantisme. En fait, c'est de ça que les questions. Un militant, ce n'est pas seulement que pour être député. Comme j'aime souvent le dire, eh bien, si entre-temps l'Union progressiste, le renouveau, présentait un candidat et gagne les élections générales, c'est-à-dire aussi bien au niveau des législatives, au niveau des communales et au niveau de la présidentielle, eh bien, ils pourront positionner, je dirais, les membres de ce parti, autant de militants et sympathisants méritants au niveau des différents portefeuilles qui seraient mis à leur disposition. Et vous prenez les élections, la présidentielle de 2026, si entre-temps, c'est l'UP qui est un bon candidat qui gagne les élections, si dans le lot des militants, il y a un qui s'avérait être bon pour être ministre de l'Éducation, c'est pas parce qu'il n'a pas été en tant que député qu'il ne pourra pas. Donc, je crois qu'il vaut mieux travailler à asseoir, je dirais, l'idéologie, à respecter ce qui se fait au niveau du parti, à militer aussi longtemps que faire se peut, pour qu'à l'aune, je dirais, de ces différentes consultations, de ces possibilités d'occuper tel ou tel autre poste, eh bien, que les gens puissent se retrouver dedans. Sinon, eh bien, on a beau tout dit, l'UP le renouveau va positionner des candidats. Certains auraient voulu être bien positionnés dans la 15e, la 16e, la première, la deuxième, la 24e, tout ce qui est autour. Parce que n'oubliez pas, je vous donne un exemple tout simple. Je caricature, vous prenez le cas Karamat Faboun, et vous prenez le ministre Jean-Michel Abimbola. Nous sommes là avec le bloc républicain où désormais les deux se retrouvent, n'est-ce pas, au niveau de l'Union progressiste sur le renouveau. Karamat a fait le clocher PRD et Jean-Michel Abimbola est allé directement. Et puis bon, finalement, tous, quand vous allez dans les circonscriptions, tous sont estampillés militants UP, le renouveau. Il va saillir des positionnements. C'est l'un qui a été la base de la chute de l'autre. Bon, vous voyez déjà, c'est un fait à gérer par l'Union progressiste, le renouveau. Comment ça va se gérer? Est-ce que vous êtes sûr que Karamat aurait vraiment réussi à digérer, ruminer, et puis bon, voilà, jusqu'à vomir, ce qui a pu se passer à l'occasion de son passage au bloc républicain. Est-ce que Jean-Michel Abimbola a déjà, je dirais, réussi à ne plus avoir cette étiquette, parce qu'on ne le veut pas, c'est ce dont il a été rendu coupable au niveau du bloc républicain. Est-ce que c'est désormais clean que bon, eh bien, au nom des intérêts égoïstes, on n'aura plus à gérer en sourdine certaines situations pour faire tomber tel ou tel X. C'est un exemple. Il y en a suffisamment au niveau donc des partis politiques, au niveau de l'Union progressiste. Donc je crois que c'est comment est-ce qu'il faut gérer ça. Ça m'intéresse. La lecture Joseph Diogbenon, Talarata et autres, parce que ce n'est pas que eux seuls. C'est toute une équipe. Parce que quand on voit un peu les têtes qui sont au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, il y a quand même des personnes qui ont la possibilité de faire arrondir les angles, de faire taire certains égos pour que ça avance. Le plus important, c'est que ce qui les met ensemble puisse être plus fort que ce qui pourrait les diviser. Autrement, nous sommes là
Pour voir et on viendra commenter aussi. Emma Nanyambosu, je voudrais qu'on s'intéresse, entre autres, n'est-ce pas, à cette lecture que faisait tout à l'heure Akime Sédou Oseni, notamment le couple mal assorti de Karamata Fagbou et de Jean-Michel Abimbola. Les deux ont quitté la même cour, le bloc républicain, où tout ne s'était pas très bien passé. L'un était à la chute de l'autre. Aujourd'hui, les deux atterrissent dans une nouvelle cour, l'Union progressiste, le renouveau. Comment vous voyez les choses, la cohabitation, n'est-ce pas, dans la nouvelle cour entre les deux et les autres membres Bon, je ne suis pas un peu dans le secret de ces deux personnages politiques-là, mais je dirais que sans doute les hommes politiques béninois savent également conjuguer au passé certaines erreurs. Et que si les deux ont réussi à rejoindre l'une par le biais du PRD, l'UP, et l'autre directement l'UP, c'est que forcément ils ont dû taire leur divergence désormais et savent peut-être convoler en juste noces, parce que justement la politique, ça a été ce que ça a été. Les deux ont connu des moments douloureux avec l'autre qui a pétanqué l'autre alors qu'elle devait être maire de d'Adjaouéré, elle jouissait déjà quand on l'a destituée. Tout ça a conduit l'autre dans les déboires et tout, à sa démission et tout. Voilà, donc je me dis, aujourd'hui, si les deux sont ensemble, forcément, Djogbenou n'est pas de la diaspora. Il est dans le pays, il a dû suivre de près cette actualité-là. Et donc, a aujourd'hui l'obligation de travailler à ce que les deux désormais puissent travailler, à ce que dans cette situation électorale-là, que l'UP et le renouveau puissent travailler à ce que les deux... Et la preuve, c'est que l'autre est déjà ministre, l'autre, je crois, elle est conseillère communale désormais. Mais je dis, justement, et c'est à ce niveau, j'interviens. Et les deux sont dans la même circonscription électorale. Les tests qui organisent l'élection au Bénin ont eu cette tache noire, à savoir que je suis élu, je suppose, je suis élu BR, et je démissionne. Pas que je démissionne, j'embouche désormais la trompette d'une nouvelle formation politique. Est-ce que je reste élu BR, ou est-ce que désormais je démissionne, je constitue alors l'autre majorité auprès des autres? Je pense qu'à ce niveau, il va falloir travailler. On avait eu ce débat avec, je dirais, El Farouk Soumanou du parti FCBE. Il nous a dit que vous restez. Non, en fait, lui-même, il déplorait la situation, c'est-à-dire de voir des élus FCBE, ça c'est là qui ont porté la casquette de bagage, de FCBE, c'est ça qui renforce. Voilà, c'est-à-dire c'est FCBE qui leur a facilité la tâche pour être élu conseiller, peut-être maire, mais ils démissionnent et puis ça va renforcer d'autres formations politiques. Non, c'est une grosse escroquerie. Franchement, c'est une escroquerie. Vous êtes élu sur une bannière donnée. Vous démissionnez, c'est que vous n'êtes en réalité plus de cette bannière. Parce que quand il va s'agir des élaborations au niveau de l'institution ou du moins de la structure où vous vous retrouvez, s'il faut voter, vous votez pour qui? C'est pas possible. C'est-à-dire que la FCBE ne peut pas s'être battue et sérieusement cravacher dur et pour avoir tant de conseils au niveau de la commune, par exemple, de Copago. Et puis qu'à l'arrivée, eh bien, on dit que tout le conseil communal démissionne et embouche, disons, la trompette d'une autre formation politique au pouvoir. Non, il y a un problème. Les élus ont voté pour. Si vous démissionnez, c'est qu'en réalité, il aurait fallu prévoir, et ça, je crois que ça pas des choses à corriger au niveau de nos tests. C'est-à-dire travailler à ce que les tests soient corrigés. On ne va pas empêcher forcément les démissions, mais au moins vous perdez en même temps les avantages et autres. Vous imaginez un peu combien ça a été dur pour la FCBE de pouvoir convaincre la population de Copago pour avoir autant de conseillers et d'avoir un maire et qu'à l'arrivée, on démissionne et puis on prend une autre coloration politique. On appelle ça simplement de l'escroquerie. Je crois qu'il va falloir de l'escroquerie politique. Donc, il va falloir qu'un travail soit fait pour qu'on puisse corriger cet état de choses, parce que c'est vraiment une grosse tache noire au niveau donc de nos tests. C'est très important à corriger. Non, allez-y. Oui, je faisais allusion tout à l'heure à l'organe que les tests sont prévus pour dire que dans le positionnement, la manière va compter. La manière dont on
fait les positionnements, est-ce qu'on va vers les primaires d'abord? D'accord. Est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait un processus bien détaillé qui dise voici comment est-ce que nous positionnons nos éléments? Parce que si, au bout d'une élection, des primaires par exemple, il se fait que c'est vous qui êtes le premier désigné par la base, je n'ai pas le droit de contester puisque vous êtes supérieur. Et donc, si c'est lui le deuxième et moi le troisième, on évolue dans ce... Parce que ce qui souvent... C'est une forme d'évaluation, un peu comme les examens blancs. Ce qui souvent dérange... Un peu comme les examens blancs avant les examens. Ce qui souvent dérange les acteurs politiques, c'est le fait que tout se passe un peu dans l'obscurité. Dans une chambre noire, un peu comme ce qu'on nous a appris en physique. Et puis, c'est à la Sénat que vous découvrez que c'est vous qui êtes le suppléant de tel autre qui n'est en fait rien dans sa zone, ou quelqu'un dont on appelle le nom, dit mais est-ce qu'il est vraiment de chez nous ou bien on vous dit c'est de la diaspora. Et je pense que si l'UP, le renouveau travail à ce qu'il y ait un bon positionnement, je pense que les frustrations seront réduites. Alors, à quel est comme je vous l'ai dit, Wahab, la question des positionnements, on convient ensemble que ce n'est pas une question seulement de l'UP, le renouveau. Toutes les formations politiques seront confrontées à cette affaire de positionnement. Il y aura forcément des grincements dedans, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que dans le positionnement, chacun il va avec son mécanisme. Eman, je constate qu'il fait une proposition de passer par les primaires parce que bon, ça peut faire un peu démocratique. Et puis du coup, c'est-à-dire quoi, les militants sympathisants sont concernés par le choix, le positionnement des personnes qui vont les représenter. Donc du coup, ça, on peut aller défendre ça sur le terrain. Et ça ne va pas créer, je dirais quoi, de l'animosité sur le terrain. Parce que ce que nous constatons très souvent, c'est que lorsque quelqu'un estime avoir la possibilité, pense savoir tous les éléments, tous les atouts pour être bien positionnés. Quand il ne l'est pas, eh bien à la base, un travail se fait en sourdine. Ce n'est pas le gros engagement, ce n'est pas... On travaille même à déstabiliser. Parfois même, vous voyez des personnes qui, dans leur combat quotidien, du mieux-être des populations, du développement de leur localité, s'investissent et qu'à l'arrivée, comme l'a dit Eman tout à l'heure, on parachute. Peut-être que le thème est trop fort et puis on estime que c'est l'euro qui a voulu. Non, l'euro ne vote pas. Je crois qu'il va falloir que on commence pas à enlever de la tête de certains. Il y a des acteurs politiques qui sortent de nulle part, qui vous laissent entendre régulièrement par personne interposée que c'est l'euro, c'est un choix du euro. Et vous voyez les personnes qui sont venues en politique il y a à peine 2 ou 3 mois, commencer par élaborer comme si ils avaient les gens de la diaspora. Ils avaient un parcours militant. Certains vont jusqu'à permettre même à certains militants qui n'ont que 2 ou 3 mois de militantisme de proposer et d'expliquer, je dirais, le sens du militantisme. Attendez. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire comment ça sonne quelqu'un qui fait 3 ou 4 mois dans un parti vient parler du militantisme à des personnes qui ont fait plus de 5 ans, 10 ans à militer, à se battre pour leur formation respective et n'ont jamais bougé. C'est-à-dire que quoi, les transhumances dont on se plaint, ces personnes ne sont pas rendues coupables de transhumance, mais elles sont assises. Et quelqu'un qui apparaît 3 mois après, on vous dit que c'est le rôle qu'il a proposé. On vous dit que c'est le rôle qu'il a proposé et bien cette personne élabore à tue-tête et puis est capable même de... Et ça passe parfois à un centre d'autres formes de militantisme, non. Je crois que c'est des éléments que les différents acteurs et les différents responsables des partis ne vont pas perdre de vue parce que les élections de 2023, c'est un tournant décisif dans le renouvellement même de la classe politique dont parle le président Patrice Talon. Parce qu'il y en a qui sont à l'Assemblée depuis il y a plusieurs listes là-dessus. Il y en a qui peut-être ne sont plus bien positionnés parce qu'il y a bien de choses autour. Et puis vous voyez, les 24 sièges même déjà prévus pour la jeune féminine, fait de ce que, bien au niveau de l'institution parlementaire, on aura, je dirais, une autre manière de faire les choses, une autre manière de voir les choses. Parce que nous aurons maintenant quand même un certain nombre de femmes qui peuvent certainement prendre la parole parce que dans le lot, je crois qu'aujourd'hui, un travail se fait pour que, on ait des femmes très engagées qui vont représenter nos différentes formations politiques, nos différentes femmes et tout ce qui est autour. Donc, du coup, la grosse question, pendant que nous conjecturons, c'est que les responsables des partis politiques réfléchissent convenablement à quel mécanisme trouver, huiler, afin que les positionnements participent, je dirais, d'un bon score dans les urnes. Quand ce n'est pas bien positionné, vous êtes sûr que ça va se sentir. Les cas sont patents. Barakou, à l'occasion des dernières municipales, est un cas très palpable. Et plusieurs acteurs en ont appris à leur dépendant. Je crois qu'aujourd'hui, la grosse question et le gros challenge des responsables des commissions, c'est
qui positionner pour être sûr que cette personne positionnée est une émanation, a une certaine légitimité au niveau donc de la population, parce que ce n'est pas que l'UP au niveau qui va aux élections. Il y a le bloc républicain qui a envie désormais d'avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Ce sont les forces de l'opposition qui iront aux élections. C'est peut-être Mouel Bénin qui jusque-là ne vous a pas encore dit que le parti ne va pas aux élections. La preuve, c'est que depuis plusieurs années, Jacques Kayadi et les siens se battent pour être dans le starting block. Mais il y a une affirmation directe la semaine dernière de Jacques Kayadi que j'ai suivi sur la télévision nationale, où il disait plutôt que Mouel Bénin va bel et bien, n'est-ce pas, aux élections de 2000. C'est comme pour vous dire quoi, que ça n'est plus deux formations politiques qui vont aux élections, c'est plusieurs. Et quand c'est comme ça, le positionnement va être, je dirais, un exercice plutôt périlleux pour les responsables. D'accord. Au-delà de l'organe que vous citez, tel que prévu par les tests, au niveau donc de l'Union, l'Union progressiste, le renouveau, est-ce que vous voyez le charisme de Joseph Diogbénou pour pouvoir, je dirais, transcender tous ces clivages-là? Si ce qui n'a pas été possible il y a 4 ans l'a été dimanche dernier, c'est que forcément Joe, pour l'appeler affectueusement Adrien Mbedi, c'est que Joe a dû peser de son poids dans ce travail de fourmi qui a été fait. Vous voyez, le logo a été revu. On a désormais permis à l'arc-en-ciel de couvrir, de couronner le baobab. Même si on peut revoir le logo autrement, on aurait proposé autre chose pour le logo, parce que l'arc-en-ciel qui supplante le baobab, pour moi, c'est... On aurait pu revoir ça. Voilà. Donc, ils se sont mis ensemble. Je pense que c'est une initiative. Il faut saluer le courage de ces deux hommes-là. Maître Adrien Mbedi qui est très protecteur. Et c'est en cela qu'il faut interroger un peu l'héritage qu'il laisse à Joseph Diogbénou, parce que j'ai fait remarquer la fois dernière que ni dans le bureau politique, ni dans la direction nationale, il y a le nom de Maître Adrien Mbedi. Ça dit que désormais il confie, il laisse cet héritage-là à Joseph Diogbénou. Saisi de savoir bien gérer cet héritage-là. Parce que n'oubliez pas que également, il y en a qui, dès le départ, ont quitté très vite le PRD et qui sont bien assis, un peu comme dans je caricature le train. En ce moment, il y avait un wagon qu'on appelait première classe. Et dedans, ils sont tous bien assis, fauteuil douillet, tout le monde était bien assis. Et nous, les enfants de cheminots, on se mettait derrière. Et donc, ceux de première classe sont allés chercher les femmes dans la marmaille et l'ont ramené au niveau. Donc, il va falloir réajuster les sièges, faire en sorte que les gens quittent leur fauteuil. Aux femmes instraites des marmailles, n'est-ce pas, de bien s'asseoir. Pour permettre à la femme et à ses enfants de bien s'asseoir ici. Donc je pense que c'est dans ça que on attend Joseph Diogbénou, et c'est sûr, vous voyez. Et depuis, il est resté un peu silencieux. Je me dis qu'il y a forcément un travail qui se fait pour éviter qu'il y ait des frustrations. Et pour ma part, Atimé l'a dit, je suis d'accord avec lui, il n'y a rien à faire, frustration, ça ne manquera pas. Mais si on passe par les primaires, ça va réduire autant que faire se peut les Non, la caricature que propose Eman est peut-être pertinente, mais attendez, quand vous prenez l'UP Le Renouveau, vous avez Joseph Diogbénou, vous avez Talata et vous avez Benoshi. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le PRD fait déjà preuve d'une certaine volonté de la mise ensemble. Le PRD aurait souhaité, peut-être même qu'on aurait pu souhaiter qu'on élargisse, qu'on passe de 3 à 5, histoire de mettre 2 autres du PRD au niveau de cette instance. Ça n'a pas été fait. Le PRD aurait pu demander que, lieu que ce soit 3, qu'on remplace peut-être Benoshi par quelqu'un d'autre du PRD. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que il y a quand même une certaine volonté affichée de se mettre ensemble, exactement, concession, que le PRD a fait. Et je crois que c'est déjà un élément qu'on ne va pas perdre de vue, qui quand même doit être un gage, je dirais, de l'engagement et de la volonté affichée de mettre Adrien Mbedi, de faire travailler à la réussite et à la consolidation de l'UP Le Renouveau. Cela, il va, je dirais, de l'image et de la personnalité, de la carrure de maître Adrien Mbedi qu'on ne présente pas. Attendez,
on parle politique quand même. Et on a beau tout dit, Maître Adrien Mbedi, c'est une expérience avérée sur la scène politique. Vous l'avez dit nationale. Au cours de la semaine, il y a beaucoup, n'est-ce pas, dans la nouvelle formation politique qui ont vu Maître Adrien Mbedi faire depuis plus d'une trentaine d'années. Plein, qui est admiratif de Maître Adrien Mbedi et qui aujourd'hui ont la chance de faire avec lui, du moins de profiter, d'entendre et d'aller s'abreuver à la rivière, Maître Adrien Mbedi. De toute évidence, ce que Eman propose, certains vont peut-être l'expérimenter, les primaires, les élections primaires, et tout ce qui est autour. Mais une forme d'examen blanc. Il n'y a que ceux dont nous parlons ce matin, les responsables de ces partis, ils pensent sérieusement. Je crois qu'il ne se passe de jours ou bien de minutes, d'heures qui ne les amènent pas à réfléchir sur qui positionner, qui n'est pas positionné, qui c'est qui peut apporter un plus, qui c'est qui peut drainer, c'est tellement de questions. Je n'aurais pas voulu, et c'est même pas possible qu'ils soient à leur place en ce moment. C'est compliqué pour personne. Très compliqué. Personne ne peut vous dire avec exactitude, avec précision arabe, si oui ou non il sera positionné sur il va juste vous dire que bon, je souhaite être positionné. Alors il y a même des gens qui vont entrer dans la commission qui ne seront pas positionnés, mais alors pas du tout. On a vu ça même par le passé. Voilà, il y a tellement de critères, tellement de concessions à faire, tellement, je dirais, d'ajustements, de réajustements, de touches, de retouches. C'est pas pour rien que même à quelques minutes de la fin du dépôt des dossiers, vous voyez que ça continue pas à réfléchir. Non, il faut travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit que si les moutons, les cabriers, les poulets sont chers sur les marchés, n'est-ce pas? C'est parce que beaucoup d'aspirants, n'est-ce pas, à ce font des rituels chez les Est-ce que vous pensez? Non, les rituels sont... En tout cas, ce sont les réalités béninoises. Les rituels ne suffiront pas. Comme j'aime souvent le dire, il faut travailler. Il ne faut pas faire comme certains qui, à la veille des élections, vont tambouriner dans certaines circonscriptions pour forcer la main, je dirais, à ceux qui positionnent et ceux qui disent non. Ce temps est révolu. Le temps où, à quelques mois, le jour de la chasse, on élève son chien. Des élections, vous voyez certains, toute honte bu, quel que soit les alliés consorts, vont tambouriner, crier pour dire c'est ça. Non, ça là, c'est révolu. Alors, maintenant, c'est qu'est-ce que vous apportez à votre formation politique. Si vous n'apportez rien, du moins, en tout cas, par rapport aux échéances prochaines, si vous ne pourrez rien apporter, eh bien, vous allez souffrir comme position quelqu'un d'autre qui pourra travailler dans l'élaboration des lois, tout ce qui est autour, et puis c'est bon. Maintenant, pour d'autres rendez-vous, on peut sentir que si vous n'avez pas été législatif, vous pourrez être bon pour être directeur de ci, pour être dans ça. Non, il y a tellement de valeurs. On a parlé un peu de la mouvance, je voudrais qu'on parle très rapidement de l'opposition. Est-ce que vous sentez l'opposition sur le terrain avec les réalités actuelles et puis à mesure qu'on évolue vers le 8 janvier 2023, Mme Niambosso? Législative 2019 à celle de 8 janvier 2023, l'opposition au Bénin, les ingrédients de l'échec. C'est ce que Fatenté propose ce matin, parce qu'à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il y a une opposition à Patrice Talon qui rêve vraiment de réaliser cette alternance-là qu'elle propose. Parce qu'il y a de leadership, conflit par-ci, par-là, alors qu'au niveau de la mouvance, on réduit encore en fait, c'est un gâteau. Et s'ils sont nombreux, c'est pas bon. Donc, on réduit pour que les gens puissent avoir de grosses parts du gâteau. Alors, au niveau de l'opposition, non. On est là à se s'entre-déchirer. Je me demande si l'opposition béninoise a vraiment pris conscience de l'enjeu ou des enjeux de ces élections des législatives de 2023, parce que ailleurs on propose un rajeunissement de la classe politique, on veut que ce soit de nouvelles personnes qui aillent au Parlement. Ici, on ne sait pas encore si on se positionne réellement pour aller à ces élections. Je ne sais pas si l'opposition béninoise, en gros, est vraiment prête pour aller à ces élections. D'accord. L'opposition, le parti Les Démocrates, par la voix, n'est-ce pas, de Nouréni Akiade à votre séance, une fois sur notre plateau ici, disait que même dans la mouvance présidentielle, tout ne va pas toujours bien. Pourquoi on veut forcément que l'opposition se mette ensemble? N'oubliez pas que législative, c'est 218 candidatures, ça fait 109 titulaires pour 109 suppléants. Vous imaginez combien de partis politiques il y a? La Fraternité pose juste 4 mouvements politiques, 4 partis politiques de l'opposition. N'oubliez pas que c'est beaucoup de millions à payer également. Est-ce les moyens?
N'oubliez pas également que l'opposition béninoise, entre-temps en lambeaux, si je dis l'opposition en lambeaux, c'est parce que, justement, on n'a pas réussi jusque-là à nous dire clairement, oui, le chef de l'opposition, il est là, c'est vrai, c'est Paul Rompé, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et puis, on est là, je dis, à ne pas s'en tenir à l'essentiel. C'est ça qui dérange, en fait. C'est que, oui, là-bas, on peut dire que ça ne va pas, mais ici, c'est un peu plus compliqué au sein de l'opposition. Je ne trouve pas les mots pour vraiment caricaturer ce qui se passe au niveau de l'opposition. Akime Seydou Seni, l'opposition sur le terrain, à quelques mois des élections législatives, d'autres formations politiques, notamment de la mouvance, travaillent à se donner la main, même si ce n'est pas toujours la bonne odeur de sainteté. Mais au niveau de l'opposition, est-ce que vous avez l'impression qu'on fait cet effort, je dirais, de rapprochement? Non, on a déjà fait la question plusieurs fois. Ici sur le plateau à certains représentants des formations politiques que nous avons reçus sur le plateau. De l'opposition. Et quand vous les entendez, aussi bien la FCBE que les démocrates ou encore votre cher ami Irénée Agossa, c'est qu'ils vous disent qu'ils font un travail. C'est tellement loin des caméras. Vous ne les entendez pas parce que, eh bien, ils n'ont peut-être pas les moyens pour suffisamment communiquer, informer tout ce qui est autour. Soit, si c'est fait, eh bien, le 8 janvier prochain, on va le constater dans les urnes. Ça, c'est une première évidence. Si entre-temps un travail se fait dans l'homme. Secondo, eh bien, l'excuse des joutes électorales exclusives, ça c'est terminé, on n'en parle plus. Ce débat n'est plus à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on fait pour véritablement impacter les populations? C'est vrai qu'en termes de bilan, quand il faut les défendre, comme l'a dit Angelo dans son papier, ça ne fait pas très facile que de défendre un bilan. Mais ça fait très facile que d'attaquer, de faire ressortir les points d'ombre, je dirais, les mal de les insuffisances chez celui qui est dans la pratique. C'est un tableau sur lequel, eh bien, l'opposition peut jouer. Mais ici, ça y est des positions législatives. Ce n'est pas une présidentielle. Et donc, quels sont les éléments de langage qui seront utilisés par les différentes forces de l'opposition? Elles sont bien nombreuses. La force que le point bien émergent, les démocrates, restaurer la confiance, restaurer l'espoir, le MPL, certains qui avaient embauché trompette de l'opposition ont commencé par se faire annoncer au niveau de la mouvance présidentielle. C'est le cas par exemple du parti de mon cher ami c'est bien ça, Nathanaël Koti. Je crois que c'est ça, il est bien juste. Ou encore de l'une des figures expérimentées en politique, je vais parler de Valentin Aditi Houdé. Et donc, lorsque ces personnes font le chemin inverse, est-ce que l'opposition, dans sa posture actuelle, est capable de faire bouger les lignes? Je ne saurais dire oui avec exactitude, parce que ceux-mêmes qui sont concernés, quand ils sont reçus, vous disent qu'ils font un travail formidable sur le terrain et que les unes vont déterminer leur capacité et leur possibilité de faire bouger les lignes. Quand on parle d'argent, nous vous répondra que les militants sont prêts à cotiser 25 francs, 50 francs, 100 francs. Un téléthon a été lancé à Parakou, ça a produit des fruits. Eh bien, les militants savent qu'il n'y en a pas, donc ils vont se battre pour eux-mêmes débourser de leur poche pour régler les questions, peut-être même des pièces à fournir, tout ce qu'il y a autour. Non, je pense qu'il ne faut pas être plus réaliste que le roi. L'opposition estime qu'elle est prête. L'opposition veut que certaines choses soient retouchées, qu'elles soient retouchées, et que l'opposition s'assure que sur le terrain, elle va battre les forces de la mouvance présidentielle. L'opposition est rassurée que si les choses sont faites dans les règles de l'art, qu'elle sortira vainqueur des prochaines législatives. L'opposition. D'accord. C'est pas parce que UP, le renouveau, a vu le jour grâce à la fusion PRD, Union progressiste, qu'il faut espérer que la force que le point bien émergent absorbe, le MPL ou absorbe les démocrates et consorts. Non, peut-être que même dans ce format-là, divisé, ce serait trop les demander. Même dans ce format divisé, c'est-à-dire quoi, les démocrates vous diront qu'ils sont capables d'aller aux élections et quand vous entendez un certain Yaro qui vous dit qu'il faut s'inspirer
de l'expérience de l'UP, le renouveau, donc ils vont diront que, eh bien, il aurait pu s'inspirer aussi de cette expérience, ou plutôt il aurait pu anticiper un peu. Il s'agit du sens d'anticipation. De bien de choses, de bien d'ingrédients. Je trouve qu'on a suffisamment parlé des autres, vous permettez, puisque le temps est bien d'ingrédients. N'est-ce pas qu'on puisse se mettre d'accord? Oui, Herman. En fait, c'est l'ambiguïté au niveau du discours de l'opposition qui nous amène aujourd'hui à nous demander si l'opposition est vraiment prête. Parce que, comme vous l'avez dit... Pourquoi voulez-vous un discours unidirectionnel de l'opposition? Non, quand il dit ambiguïté, il l'a rappelé tantôt. Il y a un leader de l'opposition qui dit de s'inspirer de l'expérience des autres. Il y a d'autres leaders de l'opposition qui sont annoncés dans la mouvance présidentielle. Il y en a d'autres qui, aujourd'hui, ne reconnaissent pas du tout le chef de l'opposition. Il y en a, et donc de sorte que à la fin, nous sommes dans les 5 derniers mois de l'élection. Nous sommes fin août bientôt, et donc on se demande à quel moment l'opposition va nous proposer quelque chose de potable, quelque chose de vraiment acceptable, quelque chose qu'on va pouvoir vite assimiler. Parce qu'on parle quand même d'une opposition et on connaît un peu la place de l'opposition béninoise dans les années passées. C'était une opposition très forte sur Boni Yayi, une opposition très forte face à Lycée Soglo, une opposition très forte à Mathieu Kérékou-Galon. Donc je pense que c'est ça qui aujourd'hui nous amène à nous demander si l'opposition au Bénin n'est pas en train de se fragiliser et n'est pas en train d'être fragilisée aussi. C'est à croire que dedans il y a des pions qu'on utilise pour pouvoir pour changer un peu la face du débat et faire en sorte qu'on puisse d'abord nous tourner en dérision et après qu'on ensuite l'actualité on reviendra commenter. J'ai trouvé, Hakim, vous permettez, qu'on a déjà vraiment beaucoup parlé des autres. On va parler de notre corporation. C'est la période des autres. Voilà. C'est également notre période, puisque le week-end prochain, n'est-ce pas, je dirais, on a l'élection au niveau de l'UPMB. Comment vous percevez les choses, Herman, très rapidement? Non, très rapidement, je pense que sur la toile, ça s'enflamme, alors qu'il ne devrait pas en être ainsi. Je pense qu'il faut plutôt ramener les différents camps à la raison, faire en sorte qu'on puisse... Vous sentez qu'il fonctionne comme l'opposition que vous dénoncez tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on parle de notre corporation. Faire en sorte que l'essentiel soit préservé, parce qu'il s'agit de l'UPMB. Et je vais quand même rappeler que quand on parle de l'UPMB, c'est après tout notre fêtière. Mais si ça doit fonctionner, ce serait par notre propre fête. Moi qui suis ici, je ne vous dis pas combien de fois je suis membre, c'est pas membre de l'UPMB. Bon, je ne me sens pas concerné par ce qui se fait là-bas. Si à la fin, je ne cotise pas, je ne fais rien, que je découvre que rien n'est fait, je dois en prendre à moi-même. Je ne vais pas en prendre à ceux qui ont dirigé le truc parce qu'ils ne vont pas courir, ils ne vont pas sauter mon dévalé pour aller chercher des financements et tout. Non. Je pense que c'est à nous-mêmes, professionnels des médias, de travailler à ce que notre fêtière puisse vraiment se trouver au bout de sa forme. L'image qui est présentée de ces derniers temps, c'est pas une bonne image. Ce n'est pas? Ce n'est pas une bonne image. Même au niveau des patrons, des boss, il y a eu des guéguets, mais malgré ça, ça plaît, mais ça ne rompt pas. Il y a eu une assemblée générale élective récemment, et le président Évariste Setroudon a été reconduit président du CNPA. Rodrigue Azinobé en a été plutôt toujours le premier vice-président, ainsi de suite, ainsi de suite. Malgré ça, ce qu'il faut rappeler que ça s'est vraiment déchiré au niveau... Il y a eu des fissures par endroits et par moments. Au niveau du patronat. D'aucuns diront que l'union d'accouche ne donne pas naissance à chat. On a l'impression que les collaborateurs de nos patrons que nous sommes aussi en train d'aller à l'école des aînés, bien malheureusement, parce que ce qui se fait, ce qui s'entend aujourd'hui n'est pas de nature véritablement à assurer, je dirais, une certaine ambiance saine au sein des professionnels des médias. Vous êtes peut-être pas dans le forum de l'UPMB, et puis quand vous y êtes, vous lisez un peu ce qui se dit, ce qui se lit, ce qui s'entend et qu'on sort, ça ne fait pas bien, en gros. Je crois que c'est notre chose. Comme l'a dit Herman, il y a des reproches qu'on peut se faire mutuellement. C'est qu'est-ce que chacun a pu faire pour que l'union puisse exister, pour que l'union puisse bien marcher. Ils ne sont pas nombreux quand on prend 100 professionnels. Peut-être que c'est la moitié qui est membre de l'UPMB, alors qu'il s'agit de notre chose, pour dire les choses comme ça. Mais seulement quand on a fini de faire, je dirais, cet état des lieux, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on donne un bon exemple. Ce n'est pas parce qu'on a toujours couvert les actualités politiques, le comportement des hommes politiques, qu'on va se permettre aussi de prendre ce qu'il n'y a pas de bon dans ce qui est fait par ces derniers. Les Malik
ces Bougoumènes n'auront pas été fiers de voir le CNPA en lambeaux. De la même manière, Brice Oussou et autres, Franck Potiemé ou encore les présidents qui ont précédé l'UPMB ne seront pas fiers de constater que ça se déchire sérieusement au niveau de la corporation. Je vais espérer que dans l'un ou dans l'autre des cas, quelles que soient les figures qui seront présentées, quelle que soit l'issue des élections, que le chantier le premier de la liste, parce que là je constate qu'il y a 3 candidatures. Il y a la candidature de notre consoeur et de notre collègue Zakia Latundi, qui est candidate à sa propre succession. Il y a la candidature de José Merrenou. Il y a la candidature de Fortuné Sosa. En tout cas, pour ce que je lis au niveau donc, de ce forum, il y a 3 candidatures. Quelle que soit l'issue des élections prochaines, je crois que le premier chantier de l'un ou de l'autre sera de travailler à réconcilier la famille avec elle-même. Parce que la corporation, ce n'est pas fameux. On ne va pas vous dire les conditions dans lesquelles ça élabore, les préférences des médias. Quand on y entre, franchement, nous sommes les coordonnées les très mal chaussés. Vous êtes capable, vous, d'aller vous enquérir des nouvelles d'une structure ou d'une partie de la société qui est en grosse difficulté, alors que vous y allez difficilement. Vous y allez difficilement. Il y a longtemps qu'on demande de mettre en vigueur, de mettre en œuvre la convention collective sur le traitement salarial. Là également, Wahab, il y a tellement de choses à dire autour. Vous avez des conflits quand vous les voyez. Vous allez couvrir un sitting d'une structure, n'est-ce pas, où ils sont à 3 mois sans salaire, alors que vous-même, vous êtes à 6 mois sans salaire. Vous êtes à 6 mois sans salaire. Et vous revenez avec pratiquement les meilleurs commentaires. Il y a un problème. Ou c'est des confrères qui meurent en silence. Quelqu'un, parce qu'il a traîné un mal sur 2, 3, 4 mois, il meurt, c'est qu'après, comment c'est bien le faire, cette voix, vous ne l'entendrez plus. Cette plume, vous ne la lirez plus. Ainsi de suite. En fait, nous sommes trop forts à ça. Quand on a fini de dire, c'est qu'il va falloir que, franchement, qu'on s'asseye et qu'on redéfinisse les bases de notre exercice. Parce que avant, c'est le journal qui se mêle de tout, mais aujourd'hui, tout se mêle au journalisme. Ça serait intéressant. Les conditions de vie des professionnels, franchement, c'est pas fameux. C'est pas du tout fameux. Et donc, si on n'est pas unis, n'espérez pas que le patronat puisse travailler à nous créer des conditions optimales d'exercice. Il va falloir que nous-mêmes, on travaille à cette unité-là, qu'on travaille à nous vendre plus cher, parce qu'aujourd'hui, on ne coûte plus beaucoup, ou plutôt on ne coûte plus rien. Et ça fait dommage d'en parler ce matin de cette manière, mais je crois qu'il est temps qu'on puisse véritablement réfléchir. Il faut que les coordonnées mal chaussées puissent se réveiller. Ce que devient la corporation. D'accord, allez, on va tenter de mieux comprendre la procréation médicale assistée avec Maître Saïzonou. Je vais bien vous placer quand même. Le temps passe vite et Maître Saïzonou nous attend. Elle a un agenda un peu chargé. On va la libérer, Manania Bossou. Vous permettez, on va donc parler de la procréation médicale assistée et espérer son éclairage. À tout de suite. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Maître Alessandrine Saïzonou-Bodier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. On va fêter ensemble avec vous le droit positif béninois. On parle, n'est-ce pas, de la procréation médicale assistée. On veut comprendre un peu cette terminologie, n'est-ce pas, avant de voir ce que disent les tests en la matière. Emmanuel Niambossou, nous sommes avec vous. Je souhaite d'abord que la toute première question permette à ce que Maître Alessandrine Saïzonou-Bodier fasse comprendre à nos téléspectateurs ce qu'on comprend par, je dirais, la procréation médicale assistée. Merci, monsieur le journaliste. La procréation médicale assistée, on imagine que c'est l'ensemble des méthodes en vue de la procréation. Nous savons tous que l'enfant, ça vient naturellement. Il suffit, comme l'a chanté Gégé Viquet, que les deux parents, le père et la mère, se regardent bien. Et l'enfant vient mystérieusement. L'enfant naît. Nous savons que l'enfant vient naturellement. Il suffit de faire ce qu'il y a à faire pour que l'enfant vienne au monde. En tout cas, pour que la femme puisse concevoir facilement. Mais malheureusement, il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Qui ont des problèmes en raison de leur stérilité, ou bien c'est du fait du mari dont les spermatozoïdes ne sont pas très en forme et tout. Donc ce sont des gens qui aspirent à procréer, donc ils se font assister médicalement. Ils font recours soit à un donneur de spermatozoïdes ou bien à une femme qui donne une mère porteuse. Voilà, non, la mère porteuse à part, mais il y a également ce don de spermatozoïdes ou d'ovules. D'accord. Voilà. D'accord. Et le législateur béninois a voulu encadrer ça. Parce que c'est difficile, un enfant que vous avez porté pendant 9 mois, c'est difficile de le remettre à sa naissance. Oui, parfois. Donc, pour éviter des déconvenues, le législateur béninois a bien organisé la chose. Il y a des fois des chantages qui s'ensuivent. Voilà. Il fallait donc encadrer ce terrain-là. Ce terrain-là. Et même les hôpitaux qui doivent réaliser cette intervention, il faut qu'ils remplissent certaines conditions. Donc, vous allez me permettre, je m'excuse déjà, j'ai quelques problèmes. Ma voix n'est pas on vous entend très nettement, c'est déjà bien. Je voudrais lire avec vous les dispositions de la loi, surtout de l'article 51. Oui. L'article 51 dispose l'existence... Ça, c'est le code de l'enfant. Le code de l'enfant. D'accord. L'assistance médicale à la procréation est autorisée en République du Bénin. Le principe est clair. Elle désigne l'ensemble des méthodes permettant la procréation lorsque celle-ci ne peut se réaliser dans les conditions naturelles, à savoir, entre autres, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. Donc, c'est clair. C'est clair, oui. Dans quel cas
la procréation par assistance médicale est autorisée. C'est vrai que le sujet a fait débat dans beaucoup de pays et on ne s'attendait pas à ce que le Bénin l'autorise. Dites-nous alors, maître, pourquoi est-ce que le Bénin a jugé bon d'organiser l'assistance médicale à la procréation? Vous savez qu'en temps, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des trafics d'enfants à partir du Nigeria, où des bébés sont retrouvés au Bénin, venus de Nigeria, de nulle part, et des femmes qui prétendent avoir accouché au Nigeria, alors que c'est des bébés qui sont vendus, c'est une traite d'enfants. Je crois que le législateur a pensé à tout ça. Le besoin est là, la réalité est là, les gens font cela, mais pas au Bénin de manière visible et légale. Je crois que c'est tout ça qui a amené le législateur à légiférer. Et quand on parle de procréation médicale assistée, ça fait forcément appel à un tiers d'honneur. Oui, à un tiers d'honneur. Oui. C'est pour ça que je dis, d'abord, par rapport à l'établissement où cela doit se réaliser. La loi a prévu que l'établissement doit avoir le tableau technique adéquat. D'accord. Et si vous me permettez, parce que je voudrais lire les dispositions de la loi pour qu'on puisse être vraiment... Oui, allons-y, maître. Il y a l'article 52, raison de l'assistance médicale à la procréation. On ne peut recourir à l'assistance médicale à la procréation que pour cause d'infertilité, de stérilité, d'incapacité physique ou pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'assistance médicale à la procréation est réalisée dans le respect de la dignité humaine, la protection de la personne et de la famille et le bien de l'enfant. L'article 53. Ça veut dire là que pour une raison fantaisiste, on ne peut pas aller à la procréation. On ne peut pas aller par plaisir. Il faut que l'un ou l'autre des conjoints ait de difficultés avant qu'on ne procède à cette opération. Il doit y avoir un certificat médical qui établisse la chose. D'accord. Donc l'article 53. Je n'ai pas envie de porter une grossesse parce que je n'ai pas envie que mes seins tombent. Comme les femmes même le font souvent, je n'ai pas envie que ça tombe, donc je fais porter la grossesse par. Puis bon, voilà. Et on évolue. Les tests sont clairs, ça devient donc une raison fantaisiste, ce que décrit Herman. C'est ça. Voilà. Évoluons, maître. L'article 53, conditions d'autorisation. Tout établissement sanitaire voulant exercer des activités d'assistance médicale à la procréation doit disposer d'une autorisation spécifique du ministre en charge de la santé. Cette autorisation présentée sous un format d'arrêté ministériel est donnée en fonction des besoins de la population. Et pour obtenir l'autorisation, le requérant doit disposer des locaux et du matériel médico-technique requis par ces activités. Avoir un responsable, gynécologue, obstétricien, médecin, biologiste ou pharmacien biologiste, titulaire d'un diplôme de médecine de la reproduction et ou en biologie de la reproduction. Des conditions bien corsées, bien connues. Toute manipulation de spermatozoïdes ou d'ovocytes dans un but d'assistance médicale à la procréation en dehors de ce cadre légal est fortement interdit. C'est clair. L'article 54, le tiers d'honneur. On parle de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers d'honneur lorsque les spermatozoïdes sont fournis par une personne autre que le mari de la femme. L'ovule est fourni par une personne autre que l'épouse légitime de l'homme. Donc, je prends des cas, c'est le mari qui a des ennuis, qui a des problèmes, qui a des soucis. On peut faire appel à quelqu'un peut accepter de donner son spermatozoïde. Et la fécondation se fait médicalement, de telle sorte que la femme arrive à porter cet enfant-là. Je suis peut-être un peu naïf. Je donne mon spermatozoïde et l'enfant appartient à une autre personne. Bien sûr, bien sûr. C'est une entente, c'est pour ça que je dis j'aimerais vous lire les tests pour qu'on soit... Pour éviter des chantages, parce que tel que ça avait traversé l'esprit de Herman, il y a bien d'autres qui parfois sont traversés par cet esprit. Vous pouvez le faire gratuitement, comme vous voulez le faire contre quelque chose, mais vous entendez. Et la loi l'a prévu. À la fin, l'enfant ne vous appartient plus. Et vous n'avez même pas à le réclamer. Même si l'enfant me ressemble parfaitement et comme de goutte d'eau. Ça, vous avez fait un choix. Oui, la ressemblance ne change pas les clauses du contrat. Pas du tout. Ou bien c'est la femme qui a des difficultés et puis voilà, on prend le sperme de son mari qu'on introduit
En tout cas, on fait la chose avec soit la sœur ou quelqu'un d'autre. Et puis ça, c'est l'enfant du couple, c'est pas l'enfant de celui qui a porté. C'est compliqué. Voilà. Ah oui, mais c'est la loi Doura Sedlet, c'est ça, non? Voilà. Critères médicaux de choix du donneur. Les donneurs sont choisis avec soin, suivant des critères médicaux pour éviter tout risque de maladie pour la femme qui reçoit soit les spermatozoïdes ou les ovocytes et pour assurer une bonne santé à l'enfant qui va naître. Ces critères médicaux sont fixés par arrêté du ministre en charge de la Santé. Je ne saurais vous dire si cet arrêté a été pris ou pas. Vous savez, c'est la difficulté qu'on a. On a des tests, mais les arrêtés ne suivent pas. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche pour savoir est-ce que l'arrêté, mais ça m'étonnerait que cet arrêté soit pris. C'est ce que le gouvernement a corrigé en mettant désormais en place. Voilà, en faisant comprendre aux Béninois qu'il y a des tests. Et ceux qui sont en mesure de mettre le pied sur l'accélérateur pour que ces arrêtés, autres décrets, autres soient pris, qu'ils fassent leur travail. D'accord. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues avant qu'on ne poursuive? C'est-à-dire, quand les articles que vous avez lus, articles 51, 52 et suivants, que vous venez de lire, lorsque on ne respecte pas le contenu de ces articles, quelles sont les sanctions qui sont prévues? Les sanctions, c'est qu'on a recours au juge. C'est ça. On a recours au juge. On peut aller également sur les sanctions pénales. Soit c'est comment on appelle, comment on dit, une voie de fait. On trouvera au niveau pénal des dispositions. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de voir tout ça, mais au regard des dispositions que je vous ai citées, je n'ai pas vu des sanctions pénales prévues. Ce qui est prévu en cas de contestation, il faut faire recours au juge qui va départager. Mais par rapport à, je vois que vous êtes bien un peu pressé, mais je tiens à vous dire l'article 58, conséquence du consentement des époux. Le consentement donné par le couple receveur empêche toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'État. Le consentement est privé d'effet en cas de décès ou de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps survenue dans la réalisation de l'assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci. Une fois que vous vous êtes entendu et que votre accord est donné, il y a eu une entente, vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Il n'est plus question de revenir là-dessus. Ce qui est dit est dit. Mais cependant, si les époux entendent, avant qu'on ne commence l'opération, si les époux sont en procédure de divorce ou l'un venait à décéder, on ne peut plus continuer cette intervention-là. C'est ça. Ça veut dire que la femme devient ma femme. Donc, c'est ça. Non, là, on est dans le cas où ça n'a pas démarré. Ça n'a pas démarré. Une fois que ça a démarré, que l'enfant est né, que le décès, c'est l'enfant devient un enfant légitime des parents. Ce qui fait que si le père venait à décéder, l'enfant hérite du père et tout va. Mais ici, l'accord est donné, mais malheureusement, avant l'intervention, l'un des époux est décédé ou bien ils sont en procédure de divorce. Ils sont en procédure de divorce. Je tiens à vous lire également l'article 56, clause de l'assistance médicale à la procréation. Lorsqu'un couple recourt à l'assistance médicale à la procréation par un tiers donneur, il est fixé que le donneur est, avant le don, informé par écrit de la clause juridique, en particulier de l'interdiction qui lui est faite d'établir une quelconque filiation avec l'enfant qui va naître. C'est ce que j'avais dit. Le tiers donneur ne peut donner son ovule ou son sperme qu'une seule fois au profit d'une même personne. C'est ça. Ah oui. Une seule fois au profit d'une même personne. L'article 57. Ça dit qu'il ne faut pas être un partageur, quoi. Voilà, il ne faut pas en faire un commerce. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font le commerce, il y a des spermes, il y a des banques de sperme où on va là-bas, on donne et puis on se fait payer. Donc, au Bénin, on n'a pas voulu peut-être ça. D'accord. Est-ce que pour ce que vous venez de lire, je crois que c'est l'article 56, est-ce que ça sous-entend que lorsque pour une fois un Herman Anyambosu donne à un couple qui en a besoin son sperme et que le couple peut-être a besoin de 2-3 enfants, Herman ne peut plus être celui qui doit donner pour le deuxième enfant? Voilà.
Ils vont aller chercher ailleurs. Et si ce couple peut-être préfère peut-être les spermes de Herman parce que peut-être ça produit de beaux enfants et autres. Alors, vous savez, les gens arrivent, les gens arrivent à contourner la chose. Parce qu'on ne sait pas la quantité de sperme qui a été produite. C'est ça. Donc, on fait la première insémination, ça marche, et puis la dame, quelques années après, revient, j'ai envie. Si le sperme est toujours là, c'est négocié, et puis on lui place ça. Donc, en réalité, on ne peut pas, savoir ce qui se passe exactement. Mais toujours est-il que le législateur béninois a encadré la chose de sorte qu'il y a pas de et protection de la filiation, ça c'est l'article 57, protection de la filiation de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Le couple receveur donne par écrit son consentement au don de gamètes. En cas d'assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don de l'enfant ou de l'enfant issu de la procréation. C'est clair. Vous donnez, vous oubliez. Choix. Vous continuez votre route. Si l'enfant naît, devient l'enfant de parents. Est-ce que les couples, par exemple, peuvent refuser l'enfant peut-être parce qu'à la fin, n'est-ce pas, c'est un enfant peut-être mal formé ou l'enfant est peut-être trop vilain, quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un élément qui permettent au couple receveur, n'est-ce pas, de refuser l'enfant obtenu à la fin de l'opération. C'est pour éviter ces cas que le législateur a demandé qu'un travail doit se faire. On doit bien analyser et comment on appelle, voir du côté santé des donneurs avant que l'opération ne se fasse. Une fois que le consentement est donné, que l'enfant soit bien né ou mal né, les parents ne doivent pas refuser. Ils sont tenus de prendre cet enfant-là et de l'élever et de l'éduquer. On va maintenant parler de la pratique de mère porteuse. Voilà. La pratique de mère porteuse, c'est la maternité, la maternité de substitution. Et c'est une pratique de mère porteuse, encore appelée gestation pour autrui, n'est admise que si l'épouse est déclarée médicalement inapte à porter une grossesse. Donc, il faut nécessairement des certificats médicaux qui prouvent que la femme ne peut pas porter une grossesse. Les choix fantaisistes tels que décrivait Herman tout à l'heure ne sont pas pris en compte. Voilà, ne sont pas pris en compte. Je ne veux pas que mes seins tombent, je ne veux pas grossir, je ne veux pas avoir des rides sur le ventre, la peau. Alors que c'est un plaisir d'avoir des rides, de se voir, se dire que j'ai donné la vie, c'est pour ça que j'ai cesse de battre sur mon corps. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette lecture. Mais est-ce qu'on a déjà des cas où la mère porteuse est devenue la seconde épouse? Vous avez fait face à cela au barreau? Non, pour le moment, non. Je n'ai pas eu de cas. Je n'ai pas eu ces cas-là. Dans d'autres pays, je lis ça sur Internet et autres, mais au Bénin, je ne connais pas. Vous savez, au Bénin, on est très pudique. On est très pudique. Je sais que la fécondation in vitro se fait beaucoup au Bénin aujourd'hui. Je connais des femmes qui ont eu des triplés, qui ont eu des jumeaux du fait de la fécondation in vitro. Mais c'est une opération qu'on cache jusqu'à la naissance de l'enfant. Vous ne le savez jamais quand est-ce que l'enfant est né par fécondation in vitro. Oui. Alors on est trop pudique au Bénin, ce qui fait qu'il faut aller vers les centres qui pratiquent la chose pour se renseigner, pour savoir si réellement avoir les statistiques. Mais je tiens, je ne sais pas si j'ai encore une minute pour lire les dispositions de l'article 59. Les époux qui désirent bénéficier de la maternité et de substitution doivent se présenter devant le juge pour signer avant la conception un accord avec la mère porteuse. Le juge ne peut faire droit à cet accord que si l'enfant sera conçu avec au minimum les gamètes de l'un des deux membres du couple. C'est ça. Et si la mère porteuse a déjà eu au moins 2 enfants. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas aller prendre une jeune fille qui n'a jamais enfanté pour lui dire d'être une mère porteuse. Il faut avoir eu au moins 2 enfants. 2 enfants d'abord. Et il faut avoir d'expérience sur ce chantier. Il faut avoir ses preuves. Et puis, il faut nécessairement que la femme ait des difficultés à concevoir. Oui, c'est très important. Un accord est signé devant le juge. Tout ça là, c'est pour éviter les contestations. Oui. Et les chantages après. La mise en œuvre nécessite, outre les conditions ci-dessus énumérées, certaines garanties, entre autres, la gestation pour autrui doit s'effectuer dans le respect de la dignité humaine. La mère porteuse ne doit pas en faire une activité professionnelle.
Ne peuvent bénéficier de cette disposition que les couples régulièrement constitués au sens de l'article 3 de la présente loi et résidant effectivement sur le territoire béninois depuis une période de 3 ans au moins. Au moins. Nous savons très bien au Bénin ici, les couples, c'est hommes et femmes. Pour l'instant. Donc c'est clair. Hommes et femmes. Il faut résider au Bénin au moins 3 ans. La diaspora n'est pas le dedans. couple demandeur est tenu de recueillir, d'assurer un environnement familial propice à l'épanouissement de l'enfant ainsi conçu. Article 60, interdiction des autres méthodes, tout ça. D'accord, on aura l'occasion de revenir. C'est bien encadré. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas de honte aujourd'hui à aller voir un médecin, un centre spécialisé pour dire je n'arrive pas à concevoir, je veux des enfants. D'accord. Maître Alessandrine. Et la prochaine fois, nous allons parler, nous avons parlé de l'assistante médicale, mais nous parlerons de l'adoption. Il y a des gens qui ont essayé ça et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Plusieurs fois et qui ont préféré l'adoption. L'adoption aussi, ça permet de créer un lien de filiation entre un enfant et des parents adoptifs. D'accord. Ce serait le thème donc de mercredi prochain dans Durales CEDELES. Maître Alessandrine Saïzonou Bédié, merci beaucoup. Emma Niambosso, merci. Je vais vous accompagner avec la revue de presse de Asiomo Kani Asiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans sa publication du jour, l'autre quotidien pense à une union sacrée de l'opposition pour les législatives, mais se désole en notant que depuis quelques semaines, certaines formations de l'opposition essayent en vain de mettre en place un creuset au sein duquel les partis qui affirment leur opposition à la politique de Patrice Talon pourraient s'unir pour être plus forts lors des législatives prochaines. La véritable difficulté de cette entreprise semble résider dans la diversité des oppositions qui cultivent entre elles un certain antagonisme. En fait, très peu de choses les rapprochent, fait observer le journal. Échec et bis repetita pour l'opposition, se demande de son côté Fraternité qui pense qu'à l'allure où vont les choses sur le terrain politique avec un resserrement des rangs au sein de la mouvance présidentielle et des divisions affichées entre les partis œuvrant jusqu'ici pour l'alternance au pouvoir en 2026, en passant déjà par la victoire lors des législatives de 2023, personne ne devrait s'en étonner, du moins pour l'instant. Tout joue contre les partis inscrits dans le registre de l'opposition déclarée à Patrice Talon, au ministère de l'Intérieur, notamment la FCBE, les démocrates, Restaurer l'espoir, Restaurer la confiance, le MPL, mais, fait observer le journal, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, entre division, suspicion, guerre de leadership et manque d'anticipation sur le plan politico-stratégique, avec l'avènement du pouvoir de Talon, l'opposition ne fait que broyer du noir. Dans la suite de cette revue de presse, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, rapportée par Bénin Intelligent, organise une conférence publique de dénonciation. Son secrétaire général, Anselme Amoussou, explique que l'initiative vise à informer le public et à dénoncer ce que les citoyens, en particulier les travailleurs, vivent depuis la dernière rencontre gouvernement-syndicat en avril dernier. Et de son côté, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Noël Chadaré, cité par l'autre quotidien, a demandé à l'État de débarrasser les travailleurs, entre autres, des soucis des dossiers de problèmes d'actes administratifs, de carrière. Il a également invité le gouvernement à faire l'effort pour régler la question des enseignants qui gagnent le même salaire depuis 2008, malgré la cherté de la vie. Et justement, parlant d'enseignants et de rentrée scolaire 2022-2023, le matinal nous apprend que les acteurs se préparent activement, surtout avec le Conseil national de l'éducation, qui a organisé un séminaire en collaboration avec les ministères chargés de l'enseignement. Et quand le quotidien Fraternité parle d'enseignement, il aborde aussi avec le professeur Bienvenu Koudio le chômage des jeunes qui reste une situation préoccupante, malgré les efforts consentis dans l'insertion professionnelle après leur formation, et le professeur de confier qu'il faut conseiller la double formation ou un raccourci. Bénin Intelligent consacre son gros titre à l'inculturation dans l'église et colère du monde du vaudou.
Le journal s'est intéressé au regard d'un théologien méthodiste wesleyen béninois, le révérend Segbenyo Mathieu Nyokosu, qui estime que le débat est basé sur des frustrations historiques datant des périodes missionnaires impérialistes. Pour lui, les méthodistes béninois ont été champions de l'inculturation. Les catholiques étaient plus absents dans l'inculturation. La foi chrétienne est essentiellement une foi inculturante. Pour terminer cette revue de presse, intéressons-nous avec Info Matin à la délivrance de l'attestation de résidence par le chef Catier, que le journal qualifie de véritable parcours de combattant pour les citoyens. Merci d'avoir été à l'écoute. Revue de presse signée Asiongbo Kanye Asiongbo. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.